Et nous avons le plaisir d'accueillir Manuel Pouchelet, expert en questions internationales et militaires, ainsi que Badis Khanissa, expert en questions géopolitiques. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors tout d'abord, Manuel Pouchelet, les déclarations de Donald Trump sur Gaza constituent-elles une violation flagrante du droit international ? Pour parler de violation de droit international, non, mais en revanche, c'est une réaction qui surprend le monde, mais vous savez, comme on dit, commander, c'est surprendre. Et Donald Trump, de toute façon, est en pleine contradiction, parce que je vous ferai remarquer que le dernier mandat, il avait dit qu'il souhaitait retirer les États-Unis du Moyen-Orient, que ce soit sur la zone irakienne, bien entendu, mais aussi le voilà qu'il s'immisce, on va dire, dans les affaires du Proche-Orient avec Israël et la Palestine, avec des solutions qui sont complètement inadaptées. D'ailleurs, il est même à l'origine des accords d'Abraham qui ont même on va dire, divisé les pays du Moyen-Orient. Je pense notamment aux Émirats arabes unis, et puis aussi les relations avec les autres partenaires de la région. Je pense que de toute façon, toutes les solutions de paix, toutes les solutions, on va dire, pour régler ce conflit entre Israël et les Palestiniens appartiennent aux Israéliens et aux Palestiniens en tout cas. Très bien, Badis Khanissa, comment interpréter les propos de Donald Trump dans cette conjoncture particulière ? Et on peut considérer ça dans le contexte, effectivement, et le paysage bouleversé notamment géopolitique du monde, comme une bombe géopolitique. C'est une dystopie diplomatique, c'est aussi une tragicomédie chimérique. Évidemment, je dirais, Trump est un peu fidèle à son personnage, ce président atypique, ce président qui réfléchit à voix haute, ce président aussi showman, puisqu'il est dans le show américain aujourd'hui, à travers cette déclaration non seulement incompréhensible, mais surtout aussi qui caractérise un facteur très dangereux, qui est celui justement de l'appel à l'instabilité. On pourra en parler éventuellement comme conséquence subsidiaire. Mais encore une fois, c'est aussi une déclaration, au-delà qu'elle soit lunaire, qu'elle soit irréaliste, qu'elle soit aussi en violation du droit international. C'est un appel aussi à l'épuration ethnique, à la déportation, effectivement, dans un cadre effectivement qui ne s'y prête pas, à savoir que c'est jeter de l'huile sur le feu. Mais permettez-moi de dire aussi, c'est une déclaration plutôt c'est le rêve des sionistes notamment et la tragédie des Palestiniens. C'est aussi, comme je disais, contre-productif, et ça a été évoqué effectivement, on pourra en parler aussi, puisque au-delà de faire valoir les droits et les attentes, notamment et les aspirations du gouvernement extrémiste sioniste, et aussi, je dirais, jeter un peu la région dans l'instabilité aussi, mais surtout dans l'inconnu. Badis Khanissa, le déplacement forcé de population est-il assimilable à un crime de guerre selon les conventions internationales ? Et il me semble pertinent de revenir d'abord sur les réactions du monde, notamment toute confession confondue, toute religion, mais surtout tout pays confondu, y compris l'Occident. Donc c'est une déclaration critiquée, c'est une déclaration controversée, c'est une déclaration rejetée sur le fond et sur la forme notamment, et ce qui explique aussi pourquoi la gravité, la dangerosité de cette déclaration, qui vient encore une fois comme une espèce de cheveu dans la soupe, lunaire, comme un ovni, pour atterrir dans cette équation déjà aussi complexe et aussi dangereuse, encore une fois. Mais certains diront qu'effectivement, au-delà un caractère effectivement de criminalisant, puisque encore une fois on appelle à déporter des gens, même si Donald Trump peut-être dans son background de businessman considère effectivement aujourd'hui la Gaza comme un projet balnéaire, comme une Riviera du Moyen-Orient, il n'en demeure pas moins que les Gazaouis ont payé un lourd tribut et ils continuent à payer un lourd tribut, et ils sont peut-être prêts à vivre encore une nouvelle Nakba avec cette déclaration irresponsable. Mais encore une fois, il suffit de voir que tout le monde est vent debout pour justement contester, condamner cette prise de position, oui. Encore une fois, qui vient dans un élan peut-être où le président Trump essaye de placer le curseur très haut pour effectivement atteindre ce qu'on appelle le principe de la transaction, notamment pour faire bouger les lignes, pour avoir notamment des concessions. Et puisqu'on parle de condamnation, Manuel Pouchelet, je reviens à vous. Quel cadre juridique international pourrait être invoqué aujourd'hui pour condamner une telle proposition ?
Vous avez les recours traditionnels avec des protestations notamment qui seront faites au niveau du Conseil de sécurité, mais si vous voulez, les pays de la région, pour se faire entendre au niveau du Conseil de sécurité, sont obligés de passer par les 5 membres permanents. On espère qu'il y aura une initiative, on va dire, je pense notamment avec la présidence de l'Algérie, si vous voulez, aux commandes, en passant par ce canal qui est un canal fiable et qui est une puissance régionale aussi en devenir et qui consolide, on va dire, son système de diplomatie sur la région. Maintenant, vous savez, les Américains sont imprévisibles et notamment Donald Trump, il dit tout et son contraire depuis le début, mais il faut aussi se méfier d'une chose, c'est qu'actuellement, vous avez la visite de M. Netanyahou à Washington. Donc forcément, il y a peut-être le coût de la médiatisation, parce que M. Trump est aussi quelqu'un qui est un bon communicant et sait pertinemment qu'avec ce genre de déclaration, on va dire, il va aussi faire bouger les lignes, il va aussi faire vendre du papier. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect juridique, je pense que les instances internationales, pour l'instant, viennent d'être surprises et préparent leurs réponses. Vous savez, en diplomatie, on ne confond jamais vitesse et précipitation, mais en même temps, vous êtes obligé aussi de prendre en compte, on va dire, cette nouvelle approche, parce que sous le territoire de Gaza, il y a une chose que l'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'il y a de l'eau, et l'eau est nécessaire aux Israéliens pour leur culture et aussi leur système, on va dire, de vie au quotidien. D'ailleurs, on avait même vu certaines lignes d'eau oléoducs qui avaient été tirées depuis le sud Liban, puisque le Liban est aussi un château d'eau. Je pense que la présence américaine est déjà pour, on va dire, mettre un terme aussi, à l'influence iranienne. Priver une population de ses ressources n'est-il pas également un crime ? C'est un crime, c'est un crime. L'histoire le démontre. Vous savez, regardez les déplacements des populations pendant la guerre de 1939-1945. Plus récemment, regardez les populations à qui on demande de quitter leur territoire. Je pense notamment à la Syrie. Donc, le Moyen-Orient regorge, on va dire, d'exemples. C'est une situation inacceptable. Ce sont ni plus ni moins que des pratiques antiques, on va dire, du droit de la guerre qui aujourd'hui, malheureusement, en 2025, semble une fois de plus s'annoncer à un ordre du jour de relations internationales qui sont particulièrement tendues. Très bien. Badis Renissa, la communauté internationale, pensez-vous qu'elle peut rester passive à un projet de déplacement massif des Palestiniens ? Il me semble que c'est évident que la communauté internationale va réagir, et elle a déjà réagi, notamment individuellement, mais aussi à travers le Conseil de sécurité, qui ne peut pas rester impassible, notamment à travers une déclaration aussi grotesque, mais aussi, je dirais, un affront par rapport au droit international et un affront aussi par rapport au travail de fond qui est censé faire le Conseil de sécurité, à savoir garantir notamment l'éthique, garantir la morale et l'ordre dans le monde. Donc, cela va de soi que je pense qu'il y aura une cascade de condamnations, de réactions, mais au-delà de la réaction, il faut agir aussi. Mais je pense que le temps nous le dira, effectivement, puisque c'est une déclaration à se demander, puisque Donald Trump nous a habitués à ce type de déclaration notamment, qui verra en tout cas sa véracité ou sa faisabilité dans les jours à venir à travers peut-être d'autres actions. Mais il me semble encore une fois qu'il est purement dans une espèce de déclaration, je dirais, en pensant à voix haute. Et d'ailleurs, cette idée n'est pas nouvelle, puisqu'elle lui a été insufflée lors de son premier mandat par son gendre Kouchner, qui est d'origine juive, je rappelle au passage. Et ça a été évoqué d'ailleurs par votre invité, effectivement, l'or bleu et la potentialité de l'or bleu. Je rappelle aussi qu'il y a l'or noir, puisque la côte gazaoui est réputée pour avoir des réserves notamment gazières, notamment avec les Gazamarines comme société étatique, versus juste à côté le gisement de Tamar et du Léviathan, qui sont les plus importants, qui sont spoliés notamment aux terres gazaouis. Donc il y a beaucoup de facteurs géopolitiques, énergétiques aussi, notamment, qui jouent et qui penchent dans la balance. Ceci étant, si vous me permettez, il me semble, quand je dis contre-productif, c'est aussi en opposition avec ne serait-ce que la doctrine elle-même de Donald Trump, lui qui se targuait lors du premier mandat, mais y compris lors de sa campagne électorale, d'être un pacifiste, d'être quelqu'un qui résolve les problématiques sans pour autant aller dans le va-t-en-guerre. Or, aujourd'hui, il s'avère que c'est un appel aussi à la violence et à la guerre et à l'escalade, puisque les Gazaouis ne laisseront jamais piétiner ou prendre le contrôle de leur pays par un autre pays tiers, y compris les États-Unis. Et d'ailleurs, dans les faits, techniquement parlant, militairement parlant, il se doit de venir sur le terrain, notamment quand on sait que depuis plus de 18 mois, l'armée sioniste n'a pas pu justement gagner une simple victoire, à part bien évidemment exterminer et perpétrer son génocide aveugle. Donc il y a
je dirais, cette autre contradiction, si vous me permettez, c'est aussi torpiller par lui-même, se tirer une balle dans le pied, à savoir son projet de normalisation de l'Arabie saoudite avec l'entité sioniste. Donc ça là, vous comprendrez que ça va dans l'autre sens, dans le sens opposé aujourd'hui. D'ailleurs, l'Arabie saoudite qui n'a pas hésité à réagir très rapidement sur la déclaration lunaire de Donald Trump et de ne pas prendre part notamment dans ce type de projet qui soit de déportation ou même de financement. Oui. Alors, messieurs, vous avez évoqué les éventuelles motivations derrière ce plan proposé par Donald Trump en compagnie du criminel de guerre sous le coup d'un mandat d'arrêt international, en l'occurrence Benjamin Netanyahou. Intéressons-nous à ce que pensent les habitants de la bande de Gaza, les principaux concernés. Donc, on l'a vu au début de ce journal, ils refusent catégoriquement de quitter leur terre, qui est la bande de Gaza. Ils préfèrent plutôt vivre sur les décombres, il en dit, sur les décombres de leurs maisons détruites par les engins des forces de l'occupation sioniste. Quelles seraient donc les conséquences, Manuel Pouchelet, d'un tel plan sur la légitimité du droit des Palestiniens à l'autodétermination? Manuel Pouchelet. Si vous voulez, elle est forcément conséquente et elle existe depuis de nombreuses années. Maintenant, je pense qu'aussi les Palestiniens doivent peut-être se choisir un nouveau leader charismatique, tout comme l'étaient certains prédécesseurs de l'administration ou l'autorité palestinienne, pour justement mieux préparer l'avenir. Malheureusement, moi, ce qui me fait peur dans cette région, c'est que, vous savez, la cause palestinienne a toujours divisé. Et puis en même temps, votre invité a rappelé qu'il y a l'enjeu des ressources naturelles. D'ailleurs, même au Liban, vous avez ces ressources naturelles où il y a eu un affrontement avec Israël sur le plan diplomatique, où encore une fois, ce sont les Américains qui se sont immiscés dans la région. Pourquoi? Parce que les Américains veulent faire main basse sur ces réserves de pétrole. Pourquoi? Parce qu'en même temps, cela permettrait aussi à l'Iran, et ça on oublie de le citer, d'avoir des revenus, notamment en dollars, puisque l'Iran est aussi sous embargo. Malheureusement, cette cause palestinienne va refaire surface en 2025 avec une crise aiguë, puisque cette population ne se soumettra jamais. Elle a toujours combattu, elle a toujours résisté. Vous l'avez mentionné dans vos débats avec l'entité sioniste, mais aussi avec d'autres partenaires, puisque les Palestiniens sont aussi réfugiés, je vous le rappelle, dans les pays limitrophes. Je pense à la Jordanie, je pense au Liban, je pense même à la Syrie, où aujourd'hui cette population, même en Égypte, ne peut plus subir ces menaces et puis cette rétrogradation. Il faut que l'on trouve une solution rapidement. Je ne crois pas, moi personnellement, qui aussi habite la région, notamment au Liban, à Beyrouth pour être plus précis, je ne crois pas possible, si vous voulez, que les Américains puissent traiter ce problème. Maintenant, ce qui sera intéressant d'observer, ce seront les voyages dans les capitales régionales de Marco Rubio, qui est le nouveau secrétaire d'État. Et croyez-moi que s'il fait un faux pas, il risquerait de carrément faire capoter, voire annuler ce fameux plan tonitruant. Mais vous savez, là, on est dans le commentaire aussi à chaud, si je puis me permettre, de ces déclarations de Donald Trump qui surprennent, bien entendu. Mais vous avez remarqué que les capitales arabes réfléchissent toujours avant de se prononcer, avec sagesse et également avec un verbatim diplomatique qui, je pense, va être pris en compte. Mais je ne crois pas que Washington soit aussi réceptif à ce message, puisque depuis peu de temps, vous savez que le nouveau Moyen-Orient se réarticule, notamment avec la chute de Bachar el-Assad en Syrie, et vous devez prendre en compte aussi un autre acteur, qui sont la Syrie, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Égypte, et n'oublions pas, il y a aussi un autre acteur qui à distance tire un peu les ficelles, ou tente de tirer les ficelles, qui est aussi la Turquie. De toute façon, il y aura une réponse de la région, elle sera ferme, pour le soutien, je l'espère, aux Palestiniens, mais vous savez, cette question des Palestiniens divise aussi au Moyen-Orient, et c'est bien là qu'est l'enjeu en fait. Très bien. Badis Khanissa, Manuel Pouchelet, on vient de l'entendre, a évoqué notamment que derrière cela se cachait également une volonté de changer le pouvoir à Gaza, en l'occurrence le Hamas, entre autres factions palestiniennes. Or, on l'a vu, Badis Khanissa, le Hamas jouit d'un soutien populaire incontestable. Pourquoi donc céder face à ce caprice de l'entité sioniste aujourd'hui? Je pense qu'il faut revenir un peu à la genèse, c'est-à-dire que l'arrivée de Donald Trump et au moment de son élection, même avant même son investiture, a exercé des pressions sur Netanyahou pour faire aboutir ce cessez-le-feu. Donc il fallait s'y attendre, j'ai envie de vous dire, de contrepartie américaine par rapport à ce cessez-le-feu. D'ailleurs, que je rappelle,
n'a accédé que la première partie. Donc, en plein milieu je dirais, du point de départ de la deuxième partie, il y a cette bombe géopolitique qui intervient. Mais encore une fois, rien n'est fait au hasard, rien n'est dû au hasard. Ce que j'ai qualifié de scénario du pire vient aussi pour enterrer définitivement la solution aux deux États, à laquelle Donald Trump n'a jamais cru. D'ailleurs, Donald Trump, au lendemain de son investiture et sa prise de pouvoir, a tout de suite levé des sanctions sur les colons et leur violence. Il a aussi symboliquement levé les restrictions militaires, notamment sur l'armement et par rapport aux bombes à plus de 1000 kilos. Donc, il s'inscrit véritablement dans le cap qu'il avait décrit lors de sa campagne électorale, à savoir être le meilleur, si ce n'est pour pas dire le seul partenaire historique, notamment de l'entité sioniste dans sa quête, puisque lui aussi, il est animé par une idéologie, je dirais, messianique, à savoir aider à faire valoir les droits, la sécurité, mais surtout aussi l'expansionnisme d'Israël, lui qui rappelle à chaque fois que c'est un petit État au plein milieu de plusieurs États. Donc je dirais que c'est dogmatique. Après, je reviens sur effectivement l'idéologie et l'état d'esprit notamment des Gazaouis et des Palestiniens en général. C'est une terre ancestrale, c'est une terre sanctuarisée, c'est une terre pour laquelle les Palestiniens continuent à verser du sang justement à aller vers le sacrifice ultime qui est le martyr pour justement pouvoir la défendre. Donc je crains qu'aujourd'hui, peut-être il y a une maladresse notamment, mais une incompréhension surtout sur l'aspect idéologique et l'état d'esprit des Gazaouis qui défendront coûte que coûte jusqu'au dernier souffle leur terre sacrée. Est-ce qu'aujourd'hui, on offrirait donc Gaza à l'entité sioniste, comme on a offert des territoires palestiniens en Cisjordanie à l'entité sioniste en 1948 ? Badis Renissa. En tout cas, c'est le contrôle de fond, c'est ce que souhaiterait Donald Trump, puisqu'il reste évasif, notamment sur la prise de contrôle de Gaza, où il considère qu'effectivement, c'est les États-Unis qui reprendra le contrôle, mais on sait pertinemment, et d'ailleurs, ça a été dans la feuille de route du plan du Grand Israël, donc indexé, annexé, c'était le mot d'ordre de Benjamin Netanyahou, forcé et parfois même, je dirais, en accointance avec son gouvernement d'extrême droite, sioniste. Et je rappelle à ce propos que, y compris Netanyahou, malgré son projet machiavélique, malgré sa violence singulière, il est aussi otage de son gouvernement qui d'ailleurs le menace de dissolution si toutefois il devrait passer à l'étape 2 du cessez-le-feu, mais surtout aussi de concéder ou de faire des compromissions avec notamment les négociations avec le Hamas. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement c'est une équation assez complexe. Comme je disais tout à l'heure en introduction, laissons le temps au temps, voyons un peu comment cela évolue, sachant aussi que la communauté internationale, y compris la Ligue arabe, a déjà réagi. Certes, il y aura peut-être des réactions beaucoup plus profondes et beaucoup plus structurées et cadrées, mais une chose est sûre, je pense que le monde se mettra vent debout contre cette déclaration, encore une fois, irresponsable mais surtout dangereuse, qui appelle à l'instabilité définitivement dans la région. Très bien, Manuel Pouchelet, les États-Unis risquent-ils des sanctions ou des poursuites pour complicité au principe du droit international si un tel plan était mis à exécution aujourd'hui ? Non, j'en doute. On est dans le même cas de figure que de la guerre du Vietnam. Donc en fait, il n'y aura en aucun cas, si vous voulez, des poursuites. Des poursuites contre les États-Unis, première puissance. Maintenant, ce qui pourrait peut-être limiter, on va dire, en réponse, si vous voulez, de manière beaucoup plus ferme aux États-Unis, c'est quand ils vont être confrontés au problème de Taïwan, où là, si vous voulez, leurs fidèles alliés ne vont peut-être pas les suivre. Cela me fait penser un petit peu à la configuration qu'on avait eue en Irak avec la déclaration de Dominique de Villepin, quand il avait dit « Nous sommes un vieux pays aux Américains et nous ne vous suivrons pas sur ce sujet ». Vous voyez, donc quelque part, ça divise les Américains, risqueraient aussi de faire voler en éclats leurs alliés. Pourquoi ? Parce que c'est une politique ferme, et même, je pense même qu'au sein de l'administration de Trump, il n'est pas sûr qu'il soit suivi. Il s'est certes encadré de faucons, dont on voit un petit peu, comme on appelle ça aux États-Unis, qui lui seront fidèles, mais rappelez-vous, le premier mandat de Donald Trump, même les plus fidèles, je pense à John Bolton, qui était son secrétaire d'État, s'est fait virer, excusez-moi de ce terme, mais c'est tout à fait le cas, avec une certaine forme de violence. Je pense que malheureusement, et je me répète, si vous voulez, vous avez un très beau proverbe perse qui dit « Ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent, et le présent t'appartient ». Nous sommes au présent, il faut que la communauté internationale réagisse, et pour plus précisément répondre à votre question, malheureusement, vous verrez que les Américains vont écarter et balayer
d'un seul geste de main ces questions de droit, puisqu'ils ne reconnaissent pas le peuple palestinien. La question est là, au droit international, c'est ça qui va bloquer, en fait, tout simplement. Et puisque vous parlez de réaction, Manuel Pouchelet, comment les Nations Unies peuvent-elles réagir face à ces propos contraires aux principes du droit international ? Ben vous savez, c'est compliqué en ce moment. Regardez bien ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. On a beau saisir le Conseil de sécurité, rien n'est fait. Je commence à croire, malheureusement, je vais réemprunter une formule qui a été faite par le président français en l'adoptant à l'ONU. Je pense que l'ONU maintenant est en forme de mort cérébrale, excusez-moi, mais elle est complètement impuissante. Elle se retrouve un petit peu, à peu près comme le même cas de figure qu'était la Société des Nations au moment des périodes troubles de 1933, si vous voulez. On est dans ce cas de figure. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir quand même des États-Unis prendre position et s'immiscer, on va dire, dans des affaires du Moyen-Orient où elle n'a jamais rien compris. Vous savez, ce sont des civilisations qui sont plusieurs fois millénaires. Le ton, excusez-moi, est à la pondération et le temps est à l'épreuve. Vous savez, discuter, négocier au Moyen-Orient, c'est le temps. Donc forcément, les Américains considèrent qu'ils n'ont pas de temps, puisque regardez depuis la présidence de M. Trump en 15 jours, regardez les décrets qui ont été signés, regardez les actions qui ont été faites. Il l'avait dit, n'oublions pas son slogan électoral, We will fix it. Nous allons le régler. Maintenant, la méthode n'est pas forcément la bonne et la méthode est condamnable en tout cas. Très bien, Badis Khanissa, nous avons vu les réactions aussi du président palestinien Mahmoud Abbas ainsi que de dirigeants palestiniens qui ont exprimé leur ferme rejet des appels à s'emparer de la bande de Gaza et à déplacer les Palestiniens hors de leur patrie. Badis Khanissa, peut-on, ou plutôt l'appel de contrôler Gaza par une puissance étrangère, remet-il en cause la souveraineté palestinienne ? Puisque la souveraineté remet en cause la crédibilité, la légitimité de cette quête dogmatique, de cette cause juste notamment, qui est celle justement de recouvrer son indépendance et surtout aller vers une résolution onusienne qui est la solution aux deux États. Donc il y a fondamentalement un problème majeur qui est celle justement de cette prise de position, notamment des États-Unis. Mais il y a aussi, si vous permettez, Donald Trump, si vous voulez, dans cette démarche, encore une fois incompréhensible, il est en train de tester la tolérance ou le seuil de tolérance, notamment d'acceptation ou pas du monde arabe, puisque c'est le monde arabe qui est visé finalement. Puisque le Conseil de sécurité, je rappelle, est resté impassible, est resté aphone, notamment ne serait-ce que les dernières déclarations vis-à-vis du Canada, vis-à-vis du Groenland, avec ce projet expansionniste des États-Unis, dans lesquels aucune des institutions n'a daigné justement lui donner le là. Donc je pense que c'est une période de test, une épreuve, notamment pour le monde arabe, pour justement pouvoir se mettre un peu en contrepoids par rapport à cette position et surtout exprimer au-delà du rejet, c'est-à-dire faire front commun, faire position commune notamment à travers cette décision. Puisque je rappelle encore une fois, cela a mis à mal notamment le projet de normalisation de l'Arabie Saoudite. Rappelez-vous aussi que Donald Trump, au lendemain de son élection, a gelé toutes les aides américaines à l'étranger, sauf deux, à savoir celle de l'aide militaire, notamment d'antitétionnistes, et la deuxième, celle de l'Égypte. Donc il essaye d'avoir des leviers de pression, notamment sur certains pays, comme l'Égypte, comme pays pivot, notamment dans l'équation du Moyen-Orient, pour essayer de faire bouger les lignes, mais surtout aussi faire bouger les lignes en son avantage pour défendre les intérêts d'antisionistes. Donc la Ligue arabe, le monde arabe, est face à un défi majeur. Il doit assumer ses responsabilités et je pense que c'est le seul levier qui permettrait effectivement de au moins nuancer, mais surtout aussi enterrer cette idée loufoque. Très bien. Rapidement, Badis Khanissa, dernière question, et je la poserai également à Manuel Pouchelet. Le monde doit-il réellement s'inquiéter aujourd'hui après les propos de Donald Trump ? Non, mais encore une fois, je prends une analogie avec d'autres déclarations, notamment sur le Groenland, sur le Canada, sur la Colombie. Vous voyez que c'est un président qui est dans le show et qui essaye rapidement d'utiliser ces 4 années. Il est dans une démarche aussi de revanchard, puisqu'ils se sont volés les dernières élections. Il essaye aussi peut-être, pourquoi pas, d'imposer son empreinte, puisqu'il sait que c'est son dernier mandat. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très imprévisible, mais surtout qui pourrait mener le Mans, je dirais, à sa perte, comme peut-être aussi vers le côté positif, puisque, encore une fois, en faisant bouger les lignes, il permettra, pourquoi pas, d'instaurer un dialogue et un débat. On a pu le voir notamment dans l'équation de l'Ukraine. Très bien. Manuel Pouchelet, qu'en pensez-vous ? Doit-on s'inquiéter réellement aujourd'hui après ces propos ?
Oui, il faut s'inquiéter puisque Donald Trump confirme le proverbe de la diplomatie, c'est-à-dire dire des choses horribles avec le sourire. Maintenant, le tout est de savoir s'il sera suivi par ses plus fidèles alliés au sein de l'administration américaine. Et là, j'ai quand même quelques doutes sur certaines Très personnes. bien. Et puis ensuite, on verra rapidement la réponse régionale qui s'est déjà, on va dire, organisée. Et à mon avis, cela risquerait d'être violent. Je rappelle qu'il y a encore des otages à libérer. Très bien, messieurs, je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous en direct. Je remercie donc Badis Khanissa. Vous êtes expert en questions géopolitiques.